Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 7 octobre 2022. Aujourd'hui, je réfléchis autour, et non pas sur, l'œuvre de Danny Ernaux qui a remporté le Nobel hier. Alors, je vais d'abord me placer dans une perspective de libraire d'occasion et d'ancien, c'est-à-dire une perspective du temps long. Qu'est-ce que j'entends par là? Si on prend le premier lauréat, Anatole France, non, Sully Prudhomme, premier lauréat de l'Académie d'Alfred Nobel en 1901, donc faites le calcul. Je pense qu'une ou deux années, peut-être que le prix n'a pas été décerné. Il n'y a pas si longtemps, le prix d'ailleurs n'a pas été décerné, car les académiciens, certains d'entre eux, ont été pris dans des scandales à nature sexuelle. Ce qui pourrait expliquer, peut-être, entre autres choses, dans la mouvance de MeToo, le choix d'Annie Ernaux. Une sorte de manière de se disculper collectivement. C'est une hypothèse. C'est une simple hypothèse et je ne vais pas broder là-dessus. Alors oui, peut-être lors des guerres mondiales, sans doute, peut-être il y a eu une année ou deux, c'est à vérifier. Mais ce que je sais, cependant, c'est que de recevoir le Nobel n'est pas un gage de pérennité. Le nombre d'auteurs qui ont reçu ce prix important, qui ont tout simplement passé à la trappe, à l'oubli, est tellement considérable que ça pourrait même être de nature à inquiéter ceux qui le reçoivent. Mais évidemment, comme disait Sartre, on n'écrit pas pour la postérité. On écrit pour nos contemporains immédiat. C'est une idée absurde de penser qu'on fait un travail une idée morbide en soi, qui pourrait être récompensé dans 50 ans ou plus tard. Assurément, c'est un fantasme qui console les auteurs qui ne reçoivent pas l'attention qu'ils jugent méritée. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, oui, sur le temps long, ça ne veut pas dire grand-chose que de recevoir le Nobel. Également, c'est frappant, et là c'est une autre hypothèse que j'émets, que ce sont, depuis quelques années, la troisième autrice, cette fois-ci, à recevoir de langue française, d'expression française. Alors, ce qui me fait dire aussi, peut-être que la France est l'un des derniers pays dans le monde occidental avoir une fascination pour la littérature, des émissions littéraires, des cahiers spéciaux dans les journaux, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Chez les anglo-saxons, par exemple, le rapport à la littérature, ce qui compte pour les anglo-saxons, c'est les scénarios, les scénaristes de films ou de téléséries. L'écrivain ne jouit pas de la même renommée, de la même attention que les auteurs français au sein de leur propre société. Et le fantasme d'écrire, j'aurais envie de dire, presque tous les Français l'ont. Ce qui n'est pas le cas ni des Américains, ni des Britanniques. Alors les Américains, les Britanniques, ce qu'ils aiment, c'est l'argent et le pouvoir. Alors on aurait envie de dire peut-être que la littérature, maintenant, en tout cas, appartient au mode de la mode ou de la parfumerie ou de toutes ces choses jugées un peu vaguement futiles qui n'intéressent pas le grand nombre. Et aussi, la langue française, si on la compare à l'hégémonie de la langue anglaise, eh bien, on pourrait dire que c'est la langue des vaincus. Alors, la littérature, c'est un mode d'expression peut-être pour les vaincus, et la langue française elle-même, elle est la quintessence
de cette défaite, j'aurais envie de dire. Alors oui, nous au Québec, on est attachés à cette langue, que l'on parle avec, ou que l'on ne parle pas. On est attaché à cette langue et lorsqu'on réfléchit à l'avenir de la francophonie, eh bien, nos regards se tournent vers des pays, des continents, comme l'Afrique. Alors, oui, peut-être que l'avenir de la francophonie se trouve en Afrique, mais assurément, ça prouve une chose, c'est que ça prouve que d'une certaine manière, la langue française n'est plus une langue hégémonique, mais c'est une langue de résistance à l'impérialisme anglo-américain. Alors, peut-être les académiciens suédois ont jugé, étant donné que c'est une autre manière de se protéger eux-mêmes, que de donner des prix à des auteurs dont le pays d'origine éprouve encore un intense intérêt pour la chose littéraire. C'est une autre hypothèse. Par ailleurs, j'ai été frappé, sinon sidéré, par la violence des réactions sur les réseaux sociaux. Du côté de mes amis et contacts français. Une violence absolument, ce qui prouve cette assertion que la littérature signifie encore quelque chose en cette terre de France, mais ce qui prouve aussi que j'aurais envie de dire une sorte de misogynie, une sorte de guerre des classes aussi. Et c'est assez paradoxal parce que elle a travaillé, Annie Ernaux, sur les rapports de classe, avec une articulation de l'intime du point de vue d'une femme venant d'un milieu modeste. Et on ne lui a pas fait de cadeau les critiques et la jante journalistique, appartenant généralement à une sorte de petite bourgeoisie. Je ne parlerai pas de la grande, parce que la grande bourgeoisie, la très grande bourgeoisie, qu'elle soit française ou anglo-américaine, se préoccupe assez peu de littérature, si ce n'est pour s'emparer des grands réseaux d'édition. Parce que la clé de l'opinion publique, la clé du formatage de l'opinion publique passe par la mainmise des grandes chaînes de télévision, de radio et de la presse écrite et de l'édition et même dans ce qu'il y a de plus confidentiel, à savoir la littérature ou la philosophie, qui parfois, dans certaines maisons d'édition spécialisées, appartiennent quand même à des grands trusts. Alors la mainmise, elle est totale. Alors ce n'est que j'aurais envie de dire, ce n'est que par le pouvoir de contrôler et d'infuser certaines conceptions que la très haute, je ne sais même plus si on peut la qualifier encore de bourgeoisie, peut avoir de l'intérêt pour la littérature. Une sorte d'instrumentalisation de la littérature à des fins idéologiques, à des fins de contrôle et à des fins de pouvoir. Mais pour ce qui est de lire, de réfléchir aux livres, je ne crois pas que les gens très, très, très fortunés aient le temps, ni l'envie, ni le désir de se livrer à ce type d'activité. Tant et si bien que je prétends qu'il n'y a plus d'auteurs, ou probablement même de scénaristes, aussi pour réfléchir du côté anglo-saxon, qui vont provenir de la bourgeoisie, ou du moins de la bourgeoisie d'un échelon supérieur. Peut-être la petite bourgeoisie va être encore épatée par le statut d'écrivain, mais s'il n'est pas accompagné de tirages conséquents, la déchéance, l'opprobre ne sera pas long à se faire sentir. Alors d'un point de vue sociologique,
pour rester dans une logique à la Bourdieu, on ne peut pas imaginer des auteurs provenant d'un milieu très, très, très privilégié. Car les très, très privilégiés ont honnêtement mieux à faire que de passer des journées à rédiger des scénarios ou à ciseler des phrases, si ce sont des poètes ou des esthètes. On n'imagine pas ça. Et de toute façon, ça n'existe plus. Alors Annie Ernaux, qui vient d'un milieu très, très, très modeste, évidemment, l'éducation. L'éducation, la capacité d'avoir accès à la culture. Pour elle, ça a été un tremplin, un moyen de réalisation. Et c'est pour ça, aussi, je fais une autre petite digression. C'est qu'au Québec, contrairement à mes amis français, eh bien, la réaction elle a été unanime quant à l'obtention de ce prix Nobel. Elle a été quasi unanime, en fait. La plupart des gens, et j'aurais envie de dire la plupart des lectrices, car Annie Ernaux a évidemment des lecteurs, mais elle a beaucoup de lectrices. Et elle a beaucoup de lectrices, j'entends ici au Québec, qui se sont reconnues par ce désir de culture et ce désir aussi d'ascension sociale et ce désir d'échapper à sa condition. Et là-dessus, je dirais, c'est presque à l'unanimité. Mais si on déplace le curseur et on regarde, on analyse, en fait, on observe, pour rester modeste, les réactions viscérales d'hostilité franche, manifeste, qui ont été exprimées contre Annie Ernaux, eh bien, on aurait l'impression, en tout cas, vu de ce côté-ci de l'Atlantique, que la guerre des classes, eh bien, fait rage de manière extraordinaire, de manière époustouflante, j'aurais envie de dire. Et comme aussi elle était en lice avec un autre auteur, ou deux autres auteurs français, j'ai cru comprendre, dont un, Michel Houellebecq, pour ne pas le nommer. Michel Houellebecq qui a écrit deux bons livres. L'extension du domaine de la lutte et les particules élémentaires. Et après, c'est une longue descente aux enfers, je dirais. Et Sérotonine était d'une médiocrité absolue. Je ne comprends pas non plus que beaucoup ont jugé que c'était extraordinaire avec la finale avec l'évocation du Christ. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre, en fait, pourquoi, par exemple, l'héroïne, en fait, non, l'amoureuse du personnage principal s'est envoyée en l'air avec des Dobermans, si ma mémoire est bonne. Alors, il retrouve une cassette où il voit son amoureuse en train de baiser avec des chiens. Je comprends que Houellebecq a voulu scandaliser son lectorat petit, bourgeois, j'aurais envie de dire même réactionnaire, mais au fond, c'est des trucs éculés. Alors, les trois grands tabous, bestialité, pédophilie et infanticide, se retrouvent dans Sérotonine, dans une... En fait, et en plus, en tout cas, j'ai déjà commis une vidéo là-dessus où j'en dis tout le mal. Je vais pas me recommencer là-dessus. Évidemment, dans un contexte à la MeToo, c'était presque inconcevable que les académiciens suédois nomment Houellebecq récipiendaire. C'était déjà... Et il ne le sera jamais, d'après moi. Je ne crains pas de le dire. Maintenant, peut-être, c'est un Français, peut-être ça va prendre encore quelques années avant qu'un autre Français obtienne le Nobel. Alors, Houellebecq devra non seulement prendre de son mal en patience, mais peut-être même renoncer. Quant à Pierre Michon, qui était également en lice, semble-t-il, je pense que lui aussi devra faire son deuil de cela.
Mais voilà. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et avoir les réactions, donc, vous disais-je, d'hostilité, mais d'une hostilité inconcevable, en tout cas, de ce côté-ci de l'Atlantique, eh bien, je repensais à Freud, qui, à la fin de sa vie, a passé une bonne partie, en fait, a passé une bonne partie de son travail théorique à démontrer que, que la religion, au fond, d'une certaine manière, était un phénomène névrotique. Et il avait réalisé également que l'art était impuissant à transcender les difficultés de l'existence. Et il s'était jugé trop vieux, que la somme de travail qui lui aurait été demandée pour démontrer que l'art n'est pas une consolation, eh bien, mais il avait envie de faire cela. Il a renoncé faute d'énergie de travail. Alors, à lire les réactions d'une extrême violence, on se dit, on a beau avoir tout lu Heidegger, on a beau avoir été travaillé par les textes, on a beau avoir eu ou avoir des bibliothèques somptueuses ou encore des bibliothèques de livres lus, on a beau avoir été travaillé par la culture, c'est un peu comme la séquence du parrain numéro 3 quand le pape dit à Michael Corleone qui prend une pierre dans une vase et lui dit l'eau, le catholicisme ne pénètre pas la pierre. L'être humain ne reçoit pas, n'évolue pas en quelque sorte. Et que la culture ou encore l'éducation pourrait être des chimères quant à la possibilité. Tandis que le désir d'éduquer, c'est-à-dire le désir d'imposer, le désir d'obliger, à celui-là, il est là. Le désir de contrôle, le désir de violenter l'autre, il est extrêmement puissant. Et la culture peut être une arme de domination des petits possédants. Les très 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 grands, c'est eux, c'est les vecteurs qui vont posséder. Et ces vecteurs-là vont dominer. Mais pour ce qui est de cette violence, en fait, inimaginable, qui est outre une violence de classe, outre une violence sexiste, ça c'est, à mon avis, c'est clair, Annie Ernaux est l'objet d'attaques violentes parce qu'elle est femme aussi. Et ce qu'on pourrait dire, si on prend quelques-uns de ses livres, dont j'ai en tête Se perdre, par exemple, où elle raconte son aventure amoureuse avec un jeune attaché, ou un jeune... en fait, c'est pas l'ambassadeur principal, en tout cas, il a un poste, c'est un russe, et il a un poste à l'ambassade de Russie. Et elle décrit en des termes très crus ses relations sexuelles qu'elle a avec ce jeune homme-là, qui est peut-être une vingtaine d'années plus jeune. Il faudrait revérifier, c'est une lecture que j'ai faite en son temps, il y a déjà plus de 20 ans, ou au moins 20 ans en tout cas. Et là, on se retrouve aussi face au désir féminin. Alors, il y a MeToo qui a libéré la parole des femmes, qui est une véritable révolution, que nous saluons, va sans dire. Mais on aurait envie de dire aussi que la sexualité féminine, au fond, le désir féminin, la puissance du désir féminin, est quelque chose qui embarrasse tout le monde, qui dérange tout le monde, incluant les femmes. Et Annie Ernaux, là-dessus, a mis le doigt aussi sur quelque chose. Et sans doute, avoir les réactions outrées, on n'accepte pas cette idée-là que la complexité et la puissance du désir féminin. Alors, tandis que les personnages veulent et lâchent et faibles qu'on retrouve dans les romans de Houellebecq, eux, pour une certaine
catégorie de lecteurs, eux, on va dire, oui, ça c'est la... Houellebecq aura bien montré la misère sexuelle des hommes. Mais aussi, il y a certains passages dans Houellebecq où il parle là-dessus. C'est peut-être là où il est à son meilleur, où il montre aussi que la femme a aussi du désir. Mais ce désir-là ne rencontre jamais son objet parce que les partenaires sont rarement à la hauteur. Alors ça, là-dessus, peut-être Houellebecq a raison. Alors oui, vous disais-je, au Québec, nous sommes tous des transclasses à, je dirais, à 2 ou 3 générations. Même les profs d'université qui n'appartiennent pas à la haute bourgeoisie, à la bourgeoisie qui décide, à la bourgeoisie qui contrôle, à la bourgeoisie qui impose. Les profs d'université, au fond, sont, j'aurais envie de dire, sans méchanceté, que ce sont des valets de l'idéologie dominante. Et ceux à qui ils enseignent se préparent eux aussi à être en quelque sorte des valets. Jamais le système ne sera remis en cause par un prof d'université. Et les profs d'université, en tout cas au Québec, à 2 ou 3 générations près, proviennent de familles qui étaient, dans bien des cas, des analphabètes. Alors forcément, à peu près tout le monde, en tout cas qui réussit socialement, professionnellement au Québec, vient de milieux modestes à 1 ou 2 générations près. Les seuls qui ont un peu plus de bagages, qui ont un peu plus de compteurs généalogiques, eh bien, ce sont les possédants anglo. Ce sont les Anglais, qui, eux, par exemple, peuvent être aux commandes du Québec en sous-main, de manière très discrète. Le vrai pouvoir ne s'exerce pas de manière ostentatoire, mais il se fait de manière feutrée, dans les coulisses, ou encore dans l'achat et le contrôle de grands conglomérats. Et dans le cas des Anglais, c'est 7 ou 8 générations. 9, 8, non, 7, 8 générations. Et pour la noblesse, la véritable noblesse, la véritable gentry qui est britannique, les Anglais, les Anglo-Québécois dirigeants, eh bien, sont vus quand même comme des cutéreux. Sont vus comme à peine des paysans mal dégrossis. C'est ce qui est le cas de l'immense majorité des Québécois. Mais il y a un phénomène que moi je pense qu'on n'a pas beaucoup réfléchi. Parce que oui, le phénomène transclasse chez Annie Arnaud est remarquablement montré. Les misères de sa classe d'origine et comment elle a eu accès au pouvoir symbolique. C'est admirablement montré. Mais il y a un versant qui est jamais évoqué. Et ça, comme il n'y aura pas de... Comme il n'y aura pas de... sociologiquement, d'auteurs provenant des classes aisées supérieures, et ceux qui appartiennent à la petite bourgeoisie d'un statut inférieur, c'est le déclassement et la déchéance de classe. Et ça, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Moi, j'ai raconté, je ne vais pas m'épivarder ce soir là-dessus, j'ai raconté les quelques-uns qui écoutaient mes vidéos. Vous savez, je viens d'un milieu hyper modeste et hyper violent. Et par les hasards, ma mère souhaitait que l'on n'échappe pas à notre condition. On a déménagé dans un quartier aisé, en fait, dans un quartier aisé, mais limitrophe à un quartier plutôt modeste. Et en ce temps, déjà il y a quelques décennies, c'était possible pour certains pauvres de vivre dans ce quartier-là. Alors moi, je me suis retrouvé dans un quartier aisé, et provenant d'un milieu extrêmement difficile, eh bien, j'ai pas été long à comprendre que la petite bourgeoisie, eh bien, peut être aussi violente
que non pas le prolétariat, parce que mon quartier d'origine, c'était un quartier ouvrier désindustrialisé, c'est-à-dire un quartier ouvrier devenu sous-prolétaire, et où la seule manière pour beaucoup de pauvres d'échapper à leurs conditions, c'était par le crime. Ce qu'ont compris les grands bourgeois de 6-7 générations. Le crime, l'ordre bourgeois se fonde dans la violence et se maintient dans la violence. Et les pauvres, qui n'ont pas lu Marx, mais qui comprennent bien les rapports de force et qui veulent exactement la même chose que les bourgeois, c'est-à-dire le luxe, eh bien, prennent des moyens qui vont être jugés par ces mêmes bourgeois qui contrôlent la police, les tribunaux, les prisons, vont être jugés comme de la compétition, comme de l'ingérence dans leurs affaires même, à la limite. Et évidemment, ça va être réprimé assez violemment. Tant et si bien que, dans ma petite enfance, j'ai vu de fort beaux criminels en herbe, des enfants qui se destinaient à une très belle carrière de criminels. Sans doute, certains d'entre eux sont morts. En fait, je suis à peu près certain qu'ils sont tous morts. Une vie violente, c'est ça. Tandis que ces mêmes individus, entre guillemets, dans le milieu privilégié dans lequel j'ai été pendant quelques années, eh bien, ce n'était plus de la mauvaise graine, mais c'était des erreurs de jeunesse. Alors, quand le fils de monsieur X, avocat de son État, volait la voiture du voisin dentiste, fils du dentiste Y, eh bien, la police débarquait chez les uns, chez les autres, et tout le monde s'entendait pour dire que c'était une erreur de jeunesse et qu'il fallait passer l'éponge. Aujourd'hui, les fils de X et les fils d'Y coulent des jours paisibles et sans doute attendent l'héritage des parents pour continuer à avoir une vie un peu vaguement parasitaire. Tandis que mes jeunes compagnons d'infortune ne sont plus de ce monde. Voler le char d'un bourgeois d'Outremont, par exemple, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas une bonne idée. Alors oui, la déchéance de classe, on aura assez peu de sympathie, on aura de la sympathie pour un transclasse, avec un peu de mépris quand même, tout de même, qui aura su s'extirper de sa classe d'origine et dépasser sa condition sociale. On aura un peu de sympathie, on va même probablement le donner en exemple comme étant quelqu'un de méritant, tandis que, à l'inverse, celui qui provient d'un milieu privilégié et qui n'arrive pas à se maintenir, qui n'arrive pas à conserver ses privilèges, soit pour toutes sortes de raisons, et elles sont nombreuses, la vie étant tellement imprévisible, eh bien lui, l'opprobre et la déchéance qui s'ensuit est sans appel. Et personne, mais personne n'aura aucune sympathie pour cet individu qui n'aura pas su se maintenir à la surface. Et c'est assez terrifiant parce que la violence qui règne dans les milieux bourgeois, elle est effrayante. Elle est tout simplement effrayante. Mais jamais, et ça c'est le grand mérite de la bourgeoisie, c'est de réussir à faire croire aux classes inférieures que son statut est enviable. Et qu'au fond, tout le monde devrait être comme eux. Et en fait, à peu près tout le monde tombe dans le panneau. Alors moi, d'avoir découvert ça assez tôt dans ma vie, que il n'y a pas d'issue ni chez les pauvres, ni chez les riches, qu'au fond, tout le monde est en quelque sorte prisonnier de son statut social, ça a été plutôt une épreuve difficile à surmonter. Parce que, une fois qu'on a compris ça, les bancs publics ne sont pas tellement loin. Le désenchantement qui peut
qui peut s'en suivre, d'une découverte aussi terrible, fait de telle sorte que le ressort pour échapper à sa condition peut être brisé. Et là, ma réflexion me conduisant à réfléchir donc aux grands cas de littérature qu'on a pu voir. En fait, non, je vais reprendre ma phrase. Ça m'a amené à réfléchir à certains textes qui ont montré la déchéance, qui ont montré qu'est-ce qui arrive quand un individu n'arrive d'un milieu privilégié, n'arrive pas à rester à la hauteur de sa condition. Rêveuse bourgeoisie de Drieux-La Rochelle. C'est épouvantable, c'est effrayant. Simone de Beauvoir, qui raconte dans ses mémoires la déchéance de son cousin, Jacques, dont elle était amoureuse, et qu'elle retrouve littéralement sous les ponts de Paris, dans le milieu bourgeois. Mais lui n'avait pas pris la mesure de ce que ça supposait comme effort pour se maintenir à l'intérieur de l'ordre bourgeois. Alors ça a été la déchéance, l'alcoolisme qui s'en est suivi. Alors j'aurais envie de dire, c'est plus facile, d'une certaine manière, d'échapper à sa condition, si on vient d'un milieu défavorisé, que d'échapper à sa condition sans dommage, si on vient d'un milieu privilégié. Parce que personne ne va vous admirer, personne ne va vous citer en exemple d'avoir quitté une position confortable pour pouvoir simplement vivre sa vie. Et la personne qui sent la nécessité, puis ça arrive, d'être en rupture de banc avec son milieu d'origine privilégié, alors il faut imaginer, il faut avoir la compassion d'imaginer les sévices qu'elle a subis dans ce milieu d'origine. L'abus des parents, abus sexuels, abus de tout ordre, qui jamais, jamais ne sont mis sur la place publique, car ces violences familiales dans les milieux bourgeois sont toujours passées sous silence. Ce sont des secrets de famille terrifiants, et les gens, en fait, préfèrent mourir, préfèrent se suicider, préfèrent s'auto-détruire, plutôt que de dire ce qu'ils ont vécu de sévices dans un milieu privilégié. Alors, j'aurais envie de dire quasiment, ça peut peut-être vous étonner là, ce soir d'entendre ça, j'aurais envie de dire quasiment ma compassion. Être pauvre et même être désargenté, c'est la loi du grand nombre, en fait. Les difficultés financières, c'est la loi du grand nombre. On est un tas de gens à avoir des tas de difficultés financières. Bon, on peut faire semblant que c'est pas le cas, on peut même faire semblant que les autres non plus n'ont pas ces difficultés-là, mais assurément, nous formons un groupe assez important et assez homogène, somme toute. Mais le déclassement, lui, la souffrance du déclassé, elle est inimaginable. Et je pense qu'il faut beaucoup d'imagination. Et en terminant, en conclusion de cette petite vidéo, j'avais en tête ce film qui est tiré d'un roman d'Emmanuel Bove, un autre qui a bien décrit les difficultés les misères des diverses classes sociales avec un regard impitoyable. Emmanuel Bove, il faut avoir l'estomac bien accroché pour lire Emmanuel Bove. Eh bien, Jean-Pierre Daroussin, voilà, qui lui-même est un transclasse, lui-même qui dans sa jeunesse a commis de menus larcins, a découvert le théâtre à un moment donné, et c'est le théâtre qui l'a sauvé, à l'instar d'Annie Ernaux avec la culture. Peut-être que oui, Freud, l'art ne console pas, mais assurément, il permet de voir. Il permet de prendre acte. Et pour cela, il faut le saluer. On ne sera peut-être pas sauvé par l'art, mais l'art ne nous permettra pas d'ouvrir les yeux, mais peut-être va nous permettre de les garder ouverts. C'est la nuance. Alors, Daroussin, dans un film qu'il a réalisé,
le pressentiment. Il montre, mais là c'est un peu à l'envers, là. Il fait le chemin à l'envers, c'est un avocat qui vient d'un milieu bourgeois, qui est dégoûté par la cupidité, par la malveillance de ce milieu d'origine, et qui décide de rompre les amarres et de se retrouver dans un milieu très très modeste. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien, que les pauvres ne valent pas mieux que les riches. Et c'est une découverte assez bouleversante. Alors, Daroussin, qui vient lui-même d'un milieu modeste, qui réussit à s'en sortir, fait un film où il montre un individu privilégié qui quitte sa classe pour découvrir, au final, que les pauvres ne valent pas mieux. Alors ça, c'est un sacré beau tour de passe-passe. Et j'aurais envie de dire, dans les observations, en tout cas, que j'ai faites, les bourgeois, la manière dont ils perçoivent les pauvres, ils les voient comme des futurs bourgeois. Ce qu'ils se disent, c'est qu'au fond, ils ne feraient pas mieux qu'eux. Et pour un bourgeois de combattre, ou en fait de jouir de ses privilèges en toute impunité, disons-le comme ça plutôt, eh bien, la réflexion qu'il se fait, c'est que les pauvres, à sa place, en feraient tout autant. Donc, il est incapable d'avoir de la compassion, en règle générale, hein, d'avoir de la compassion pour des gens d'extraction plus modestes que lui, parce que, pour lui, c'est soit des bourgeois potentiels ou des bourgeois en devenir, mais assurément, c'est quelqu'un qui, s'il pouvait prendre sa place, le ferait sans hésitation. Alors, comment s'affranchir de tout cela, n'est-ce pas? La question reste ouverte. Ce soir, je n'y répondrai pas. Mais c'était simplement pour voir, au fond, ce Nobel est un sacré pavé dans la mare. C'est plutôt réjouissant de voir les réactions. C'est étonnant parce que on comprend bien, en tout cas, je comprends bien qu'on a beau avoir été dans les meilleures écoles, qu'on a beau avoir lu les auteurs les plus importants, ça fait pas de nous des personnes civilisées, ou du moins policées. Avoir les réactions outrées, parce que dans mon entourage de réseau, la plupart des gens qui sont en contact avec moi, ce sont des lettrés. Et le déchaînement hallucinant qu'a déclenché la nomination d'Annie Ernaux me laisse pantois, assurément. Et je me dis, en lisant ces commentaires d'une extrême agressivité, doublée d'une misogynie, je me dis, ouais, il y a quelque chose là, peut-être, qui pourrait donner raison à Freud, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'art ne réussit pas non seulement à transcender les misères de l'existence humaine, mais ne réussit peut-être pas non plus à changer le cœur des hommes. Peut-être c'est Marcellin Plenay qui a raison quand il dit, au fond, on est cultivé. Et puis peut-être même on peut naître cultivé même sans avoir lu un livre. Peut-être ça va jusque-là. On comprend tout. Presque naturellement. Et les livres ne sont qu'une ultime vérification, un test de qualité, autrement dit, de cette qualité d'être de base, reçue par l'existence. Et que l'éducation non plus ne change rien à l'affaire. En tout cas, assurément, avoir les réactions outrées, violentes, hostiles qu'a provoqué ce prix Nobel, assurément, on a l'impression, j'ai l'impression, que vraiment, l'éducation, ça ne sert pas à grand-chose. Je vous remercie d'être avec moi et à demain.